Aujourd'hui, on va aller sur l'itinéraire en Vallée d'Orle. C'est un secteur où il n'y a pas d'ours régulièrement, bien qu'il y passe, puisqu'on les a filmés, on a trouvé les indices à plusieurs reprises. De toute façon, nous, on couvre l'ensemble du terrain. Et le but, c'est de rechercher où c'est que les ours se déplacent. Comme il n'y a plus d'émetteurs, c'est pas toujours simple, quoi. Mais ma foi, on commence à bien connaître l'aire de répartition, les individus, on les connaît également. Il y a des ours qu'on connaît bien, parce qu'ils ont des secteurs justement, des domaines assez bien délimités. En particulier des femelles qui ont des territoires moins importants que les mâles. Ou alors des mâles comme Pyros par exemple qui est assez stable dans son domaine depuis 1997. Donc lui, on a pas mal de recul par rapport à lui. Ensuite il y a les jeunes générations là, qui s'installent, qui augmentent un peu l'aire de répartition de la population et donc là il faut plusieurs années de suivi pour que l'animal soit vraiment sédentarisé. Et tant qu'on est dans des faibles effectifs comme ça, les individus ont plutôt tendance à se sédentariser. Oui. Ils adoptent un domaine vital et ils n'en changent pas beaucoup, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des populations vraiment importantes, plus importantes, où il y a la compétition entre individus. Et là, ça bouge beaucoup plus que dans les Pyrénées. À l'origine, moi, je fais la police de la chasse et puis j'ai eu une opportunité. J'avais 35 ans, même pas, donc de passer dans la branche de suivi de la faune. Et donc je ne fais plus de police de la chasse et au départ je suivais la faune de montagne dans les Pyrénées principalement, et Isard et Mouflon, et puis dans les moments perdus à l'automne par exemple où j'avais moins de missions spécifiques sur ces espèces-là, j'avais focalisé un peu sur le suivi des derniers ours des Pyrénées dans les Pyrénées centrales, en particulier en Haute-Garonne et ici dans la région du Couserans. Et donc je m'étais spécialisé là-dessus avec Jean-Jacques Camara, lui qui était permanent sur ce dossier-là. Et donc moi je lui donnais un coup de main sur les Pyrénées centrales et puis en 1990, donc le projet de réintroduction a commencé à prendre forme. Et en 1992, moi j'ai été associé un peu plus sérieusement. Et puis après on m'a demandé si, connaissant les milieux, les gens, et puis ayant déjà travaillé sur l'espèce jusque-là, si je ne voulais pas donc, me consacrer à plein temps sur cette espèce, quoi. Et donc ça m'a intéressé, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et donc depuis 1992, je suis à temps plein sur l'ours. On travaille sur des a priori, sur du feeling, quoi. C'est-à-dire on met l'itinéraire en place, on se dit bon, s'il y a un ours dans cette vallée, je ne peux pas le manquer, il doit passer quelque part. Après, lui, il peut très bien nous traverser l'itinéraire sans laisser d'indices, et on peut ne pas le repérer. Alors, au fil des mois ou voire sur un pas de temps de 2 ou 3 ans, on arrive à affiner de telle façon qu'on trouve des passages obligés, des passages préférentiels pour l'ours. Comme là par exemple, bon, moi j'avais mis en place cet itinéraire. La première année j'ai eu aucun résultat. Et donc je me suis dit où je suis mauvais, où il n'y a pas d'ours. Alors à un moment donné, un témoignage confirmé qu'il y avait bien de l'ours
qui étaient passés dans cette vallée. Et donc j'ai prospecté un peu plus et j'ai modifié l'itinéraire, ce qui nous a permis de photographier à 2 reprises des ours différents, quoi. Et c'est pas une vallée a priori encore où un ours est installé en permanence, quoi. Ils viennent régulièrement, mais le même ours il ne va pas rester dans cette vallée pendant 3 semaines, un mois, pas pour le moment. Ça viendra bien un jour parce que c'est une vallée qui est magnifique, quoi. T'as vu l'appareil photo qu'on a installé là-haut là? Oui, il l'a donné de suite. Hein. De suite, 10 jours après quoi. Tu vois, je te disais, j'ai dit à Jérôme, tu dis là, il faut absolument que... Et le peine tout seul dans la pelouse, ça fait la 3e fois plus long. Hein. Non, non, mais c'est pas long et c'est très bien placé, je trouve. Allez. Il y en a derrière. Ça se rafraîchit, hein? Oui, ils annoncent dans les dents, quoi. Et ouais. Non, on a perdu 10 degrés en 2 jours, là. Pratiquement. Même pas en 2 jours. Hier. En fait, nous, on connaît 21 individus minimum différents. Alors, des mâles, il y en a. Il y a Pirote, Moumou, Bonabé, Balou. Ça fait 4 mâles adultes qui participent à la reproduction. Le fils de Carmel. Il y a Néré et Canelito qui sont eux plus à l'ouest de la chaîne, qui ne sont pas dans le noyau de la population au centre de la chaîne, qui viennent plus sur le Béarn et sur une partie des Hautes-Pyrénées. La Canelito, c'est le fils de Canel. Et son père, c'est Néré. Donc c'est un des fils de Jiva ou Melba, qui avait émigré, lui, plein ouest, et qui s'est retrouvé dans le noyau de population qu'il y avait dans le Béarn. Et il est resté là-bas depuis. Donc Néré est plus sur le Béarn et limite Hautes-Pyrénées. Et Canelito est plus sur la vallée de Cotteret, la vallée de Luce actuellement. Il est dans ce secteur-là, quoi. On en était à 4 de 6, 7 mâles identifiés pour 21 individus. Et identifiés de façon certaine, je crois qu'on est à 16 ou 15 ou 16. Il y a une majorité de femelles. Après l'autre là-bas, au bout. Non, là où on voit un trait là, bien marqué, tu vois, au niveau de la petite barre rocheuse là quoi. Ouais, voilà. Ça, ouais. Après le plus grand couloir. Il est par là, ouais. Ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est on fait un itinéraire et c'est une stratégie qui nous permet de couvrir toute la zone à ours, en fait, dans chaque vallée des Pyrénées centrales, sur toute l'aire de répartition de l'ours, et même au-delà d'ailleurs. On a fait un maillage, et dans chaque maille, ou dans chaque vallée, si vous voulez, dans chaque vallon, on a un itinéraire qu'on fait régulièrement au printemps jusqu'au mois de juillet, tous les 10 jours, et on recommence donc avant l'automne, jusqu'à l'entrée de l'hiver. On le fait également tous les 10 jours. Et sur cet itinéraire, on essaie de relever des indices de présence, des empreintes, des poils, etc. Et donc, de manière artificielle, on essaie d'appâter les ours pour récolter des poils avec des petits appâts sur les arbres. Essayer de provoquer le frottement de l'ours contre l'arbre, on récupère les poils et puis après ça nous permet de faire la génétique, de savoir quels sont les individus qui sont sur le site éventuellement. Un ours de taille moyenne. Indéterminé. On n'arrive pas à reconnaître qui c'est. Là, on va voir s'il est revenu dans le secteur. Là. J'espère que les appareils ont fonctionné.
Puis ce qu'on fait également, c'est qu'on pose le long de ces itinéraires 1 ou 2 appareils photo automatiques qui nous permettent pas d'identifier tous les individus, mais couplés avec les pièges à poil, on arrive à avoir la quasi-totalité de la population identifiée. Et donc là, aujourd'hui, on est sur un de ces itinéraires-là. Et dans le vallon derrière, il y en a un autre, et de l'autre côté également. Cette année, bon, on en a dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, mais comme on sait qu'actuellement, il n'y a aucun ours sur cette zone-là, ils sont un peu en dormance, disons, on ne les fait pas au même rythme qu'ici. Et sinon, de la Haute-Ariège, de la vallée de l'Ariège jusqu'à la vallée de la Garonne, pour les Pyrénées centrales, là, c'est systématique, dans chaque vallon, il y a un itinéraire. Dans les Hautes-Pyrénées, la partie occidentale des Hautes-Pyrénées et puis les Pyrénées-Atlantiques également, tout le Béarn, toute la vallée des Gaves, là, donc il y a également un maillage itinéraire que les membres du réseau Ours Brun font régulièrement. Alors les membres du réseau Ours Brun, ce sont soit des agents de l'ONCFS, soit des agents de l'ONF, des parcs nationaux, des naturalistes, des passionnés de randonnée, des accompagnateurs de montagne, conformes à reconnaître les indices d'ours. Et à partir de là, pour ceux qui le souhaitent, quand ils sont bénévoles, ils peuvent nous aider à suivre un itinéraire régulièrement ou périodiquement. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir près de 200 itinéraires couverts très régulièrement. Je fais partie de l'association Nature Midi-Pyrénées. Et là, je suis pour le moment en vadrouille dans le secteur pour essayer de faire des images d'animaux. Et dans le cadre du réseau Ours Brun, je suis venu relever des pièges photographiques pour essayer de voir si l'ours était passé dans le secteur. Je fais aussi partie de l'association Nature Midi-Pyrénées. Je faisais aussi partie du réseau Ours Brun avant. Je viens plus sporadiquement pour accompagner les gens qui font partie de ce réseau. Et sinon, moi, je m'intéresse plutôt à l'herpétologie, donc tout ce qui est reptiles et amphibiens. Et là, je monte pour aller faire des échantillonnages de lézards. En fait, c'est des lézards qu'on appelle les lézards des Pyrénées. C'est des lézards qui sont endémiques des Pyrénées. C'est le genre Ibero-Lacerta. En fait, il y a 3 espèces qui sont distribuées un peu sur la chaîne des Pyrénées. Et c'est des petits lézards qui vivent que entre 2000 et 3000 mètres d'altitude dans les Pyrénées et qui sont restreints à certains sous-massifs. Et donc là, on fait des échantillonnages en fait, dans le cadre d'une étude pour un plan national d'action qui vise à la protection et à la conservation de ces lézards des Pyrénées. Pour des biologistes, c'est très intéressant de suivre ces espèces qui sont un petit peu emblématiques, hein, que ce soit l'ours d'un côté, que ce soit le lézard des Pyrénées de l'autre. C'est des espèces qu'on trouve, en tout cas ici en France, uniquement dans les Pyrénées. Donc c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus. Pour l'ours en plus, on essaye de se rendre utile. Je veux dire, même pour les bergers, il faut bien qu'il y ait des gens qui essayent d'en savoir un peu plus, savoir où sont les ours, savoir combien il y en a, pour éventuellement prévenir aussi de la présence de l'animal. Voilà. Et personnellement, c'est un intérêt scientifique et c'est extraordinaire de pouvoir encore à l'heure actuelle se promener dans des espaces comme les Pyrénées avec une diversité énorme, des paysages qui sont superbes. Voilà, nous c'est notre plaisir. Hein. Le plaisir d'être là, même si c'est lourd, même si c'est dur, même si on monte. Même si on monte, c'est toujours récompensé. Même s'il fait froid, même s'il pleut, il y a toujours un moment où il y a du soleil et on va voir cet environnement qui est exceptionnel. À tous les niveaux, hein, sur le plan végétal, on a encore des forêts qui sont superbes, des hêtraies sapinières qui sont magnifiques avec des vieux arbres. Les gens qui s'intéressent aux insectes sont fascinés par les Pyrénées, il y a plein de choses à y trouver. Voilà, c'est un environnement qui est très très riche. Il n'y a pas vu de médaille, rien. Hein? Ah ouais, rien. Ah ouais. Ouais. Non mais a priori, il aurait vu un mâle, quoi. Bon, ouais, s'il n'a pas eu peur et s'il en a profité, tant mieux. Écoute, je te rappelle quand je redescends et puis je te prends son numéro de téléphone, ses coordonnées, on l'appellera. Bon. Eh bien écoute, ça marche. Hein. Écoute, je te remercie Philippe pour l'info. Allez, bonne journée à toi, ciao, à la prochaine.
C'est un collègue de l'ONF qui avait travaillé avec nous dans l'équipe et qui vient de discuter avec un touriste alpin à qui il lui a enseigné une randonnée à faire. L'alpin a fait la randonnée et au bout d'un quart d'heure il est tombé dans la nuit, il est tombé face à face avec un ours qu'il estime faire 200 kg, qui s'est dressé devant lui et puis qui s'est échappé de suite et qui était hyper content de l'observation qu'il avait fait et assez impressionné. Donc en fait nous dans ces témoignages-là, systématiquement on essaie de rappeler les auteurs pour se faire décrire vraiment ce qu'ils ont vu et voir au travers de leurs témoignages ou éventuellement si on peut revenir sur le terrain, si on peut le classer en témoignage vrai, s'il y a eu des erreurs, s'il y a une interprétation ou pas, quoi. Voilà. Mais a priori, comme c'est lui aussi un ancien forestier à la retraite, il connaît bien et il a vu de près, quoi. Ouais, à montant à Hulse. À montant à Hulse. Ouais. Et c'est Philippe qui l'a mis sur le sentier. Et il a dit là, c'est un secteur où les ours passent régulièrement. Il a fait un quart d'heure de marche, il est tombé dessus. Et là, oui. Il est redescendu. Après, le lendemain, lui dire il n'avait pas de téléphone. Et il s'est arrêté chez lui pour lui dire que. Bon. Vous avez vu quelque chose? Comment? Isard, hier, ce matin, vautour, barbu, vautour fauve. Ah ouais? Bon, on ne sait pas, mais il y a une belle crotte quand même sur le chemin qui mène à l'eau, là, au Talweg, là-bas. D'accord. Sur le sentier. Sur le sentier, on va y passer. Comment? Sur le sentier du bas. Ouais. Le sentier qui mène à la prise d'eau, au tuyau. Au Talweg en fait, parce au tuyau que noir, la prise d'eau, il n'y en a pas. On va y passer là. Alors, ouais, une crotte qui est quand même assez conséquente. Moi, qui a pris beaucoup d'eau. Alors après à voir, mais qui a l'air d'être un peu une crotte omnivore quand même. Donc, bon, c'est chouette par ici. Ah. Ça monte quoi. Vous pouvez sortir, hein. Vous pouvez le caresser là. Où il est. Hier soir, t'as pas vu l'ours? T'as regardé? Qu'est-ce que t'as vu? Il y avait de la brume hier soir. Oui. Ça s'est levé un peu quand même hier soir. C'est des bonnes soirées quand il fait pas très beau. C'est des bonnes soirées pour faire des observations. Ouais. Et des zones comme ça, là, tout le haut des forêts, là, c'est très intéressant à jumeler. pas vu d'isard. On en a vu un hier soir là. On a vu un hier soir à mal, là. Ici. Derrière, là, un peu plus loin. Derrière, dans le Talweg, le premier Talweg. Ouais. On croise quand on suit là, quelques courbes de niveau, là. Ben, le plus gros des isards, ils sont un peu plus hauts, quoi. Regarde, ici, on peut même trouver. Il était posé, tranquille, et bon, bah... Il y a même quelques cervidés ici, là. Ouais. Cerfs et chevreuils. C'est plus un secteur pour eux, quoi. On n'est jamais reparti bredouille, hein, cabane de Bessette. Hein. Pourtant, c'était souvent une nuit, souvent des isards le matin. Des fois en pagaille, hein, des fois... des bancs d'isards, hein, vraiment. Des isards? Juste cet œil là. Tu règles la netteté avec ça. Parti pour quelques jours avec les enfants, donc profiter un peu de cet espace-là, qu'ils puissent se ressourcer avant d'attaquer la rentrée, sereinement. Voilà, donc je pense que ça va faire du bien aux enfants comme aux adultes. Vous avez plu, vous, les enfants, là? Ouais. Même si c'est pas fini, hein. Ouais. Mais j'ai pas pu venir manger des myrtilles avec vous ce matin. Ah bah. Quand tu fais la marmotte. Mais On nous a pris un petit déj, hein. elles sont pas loin, les myrtilles, là. Hein. Bah oui, même. Ouais, puis attends, toute l'après-midi, on va redescendre. Oui, il y a des chances que les myrtilles, On va redescendre. vous allez manger au taquet, là. La femelle, elle met bas dans la tanière l'hiver, donc en janvier-février. Elle élève ses petits pendant un an, jusqu'au printemps suivant. Et puis au printemps suivant, elle leur dit bonne chance, et puis elle reprend le mâle, et elle va... soit un an, elle fait des petits tous les 2 ans, quoi. Une année, elle passe à élever ses petits, et puis elle est reprise que l'année suivante, quoi. Et donc cette année, nos homologues espagnols là, ont 2 femelles juste derrière, là, Ah oui, juste là. avec une 2 petits et l'autre un petit au moins, confirmé, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que celle-là, mais pour le moment, dans la saison, on a identifié que ces 2. Mais c'est extrêmement difficile de le savoir tôt en saison, parce qu'une femelle, quand elle a les petits la première année, elle se cache beaucoup et puis elle tourne petit, quoi.
Oui. Elle se met dans des ordres assez sauvages et puis elle ne bouge pas trop. Quoi. Elle sort la nuit, elle sort à peine le soir. Donc c'est extrêmement, il faut avoir la chance de savoir, de l'avoir détecté d'une manière ou d'une autre pour les trouver tôt en saison. Sinon, c'est à partir de maintenant, les ours commencent à grandir. Ils sont à peu près de la taille d'un chien maintenant. Oui. Et donc, ils commencent à pouvoir vadrouiller. Et là, ça bouge plus. Quoi. Donc, nous, on arrive à mieux les repérer à l'automne. Ouais. Bien vu, le type. Ouais, tout à fait. Hein. Ça sent bon. Ah, on a peut-être des chances d'avoir quelque chose dessus. Ah, peut-être. On va la récolter, donc c'est une crotte d'ours. Effectivement, elle a été délavée par la pluie. Mais c'est bien identifiable. Elle a une bonne odeur de confiture. Et on dirait que... Chut, non, touche pas. Il y a qu'il y a des poils dedans. Ah non, c'est une grande herbe. Et en fait, ça, ce sont aussi des éléments qui nous permettent, si on le souhaite, de faire de la génétique. On peut savoir quel est l'ours qui est dans le secteur. Feuilles de myrtille. La couleur aussi, c'est myrtille. Il n'y a pas de poils, donc a priori il n'a pas mangé de viande dans les jours qui ont précédé. Et alors la crotte d'ours, à la différence de quasiment toutes les autres, sent bon. Ça sent un peu la compote, la confiture. C'est une odeur un peu sucrée. Sauf s'il a vraiment mangé beaucoup de viande, mais en général c'est une odeur plutôt agréable. Non, mais pas ça. Ouais. Mais il a plu hier. Je ne sais pas, moi je dirais, vu les animaux qu'il y a dedans, les coffres. C'est pas vieux quoi. Pas non, vieux. Je crois que c'est pas vieux. Ça peut être le vendredi en début de semaine. Hein. Mais on a posé un appareil photo automatique plus loin sur cette même sente, donc on espère qu'il aura suivi la sente. On va voir. C'est bon signe, cette sente elle est a priori assez utilisée par un ou deux ours, quoi. C'est encourageant, on pourrait peut-être voir aussi des empreintes. On va voir, parce que là-bas il y a des parties boueuses. S'il est repassé après la pluie, on a des chances. S'il est passé avant la pluie, vu que ça a été la sécheresse, on n'aura pas d'empreintes. Il a pu venir manger les myrtilles là, sur la pelouse, sortir de la forêt sans venir à la pelouse manger les myrtilles. Ah, l'ours c'est un animal qui principalement compte surtout sur les végétaux. Hein, c'est à peu près entre, on a coutume de dire 70% végétaux et 30% carnés. Et quand on dit carné, ça va de la fourmi jusqu'à la brebis, quoi. Hein. Donc lui, il s'adapte aux saisons. Il commence, par exemple, le plus dur, c'est le début d'année, là, au mois de mars-avril, quand il sort de tanière, parce que là, bon, il y a les végétaux n'ont pas encore repoussé, il n'y a pas grand-chose à manger. C'est la période la plus dure pour eux. Donc là, ils charognent, ils mangent des racines, enfin, des bulbes, des fruits secs qui auraient passé l'hiver dehors. C'est assez difficile. Ensuite, quand on rentre dans l'été, il y a beaucoup d'herbes qu'on retrouve dans les crottes. Fin juin, juillet, on retrouve, il y en a qui se spécialisent par exemple sur les cerises sauvages, les merises. Alors, ils commencent à toucher aux fruits. Juillet et août, pas mal de myrtilles, de framboises, de fruits rouges. Bon, c'est pas exclusif, mais on en retrouve pas mal.
L'automne, ils recherchent beaucoup les fruits secs, comme les glands, les faines, qui vont leur permettre d'engraisser pour passer l'hiver dans les meilleures conditions. C'est un animal qui a un régime omnivore et très opportuniste. Et donc il mange un peu tout ce qu'il trouve, il s'adapte à toute situation, quoi. Vous avez bien vu. On pose des petits grillages sur des arbres qu'on choisit, qui sont près des passages supposés des ours. Et puis on met un petit appât dessus, c'est à base d'essence térébenthine en particulier. Ça provoque, ça accentue, enfin on pense que c'est ça quoi, ça accentue un peu la sève. Et donc, soit pour se déparasiter, soit pour faire du marquage comportemental, soit pour les deux, probablement pour les deux d'ailleurs. Les ours frottent sur ces arbres-là, préférentiellement. C'est-à-dire on met un petit bout de barbelé qu'on replie de façon à ce qu'il accroche juste quelques poils. Et puis on collecte minutieusement ces poils et après on les envoie au labo, quoi. Et on a un labo donc, à Grenoble, en France, qui est spécialiste en génétique et qui a mis au point la méthode d'identification des poils d'ours et des individus entre eux. Et ils nous font donc les analyses 2 fois par an. Après, l'idéal pour nous, c'est de trouver un arbre que les ours frottent régulièrement, naturellement, et d'exploiter cet arbre-là. Un ours en moyenne parcourt par nuit 4-5 km. Le maximum qu'on ait enregistré, et puis on pense que c'est un déplacement un peu forcé, c'est 20 km. C'est un bon marcheur. Disons que habituellement, l'ours il a un territoire et il visite régulièrement ce territoire. Donc il tourne dans ce territoire. Il fait toujours un circuit plus ou moins régulier et il avance toujours devant lui sur son territoire. Pour les mâles, ça fait à peu près 100 km² et pour les femelles, entre 50 et 60. Ouais. Bon, t'as l'appareil photo, on va savoir la vérité. C'est chouette. Ah, il y est. Là. Oh, dis donc. C'est quoi celui-là? Tu vois la date ou quoi? Ouais, attends, je vois pas. Mais dis donc. Il est en plein jour, quoi. C'est quoi cet animal? T'as vu comme il est on dirait que. Il est vraiment un poil d'été, il a perdu tout son poil. Il n'est pas épais, hein? Non. Ça a l'air d'être un grand et flanqué. Enfin, on va voir. Bon, déjà on l'a en photo, c'est pas mal. Et on a mis. Viens ici, os, viens là. On a mis une mire, donc on saura quelle taille il fait exactement. C'est quoi ce bestiau? Il est gros, non? Ouais, et on dirait qu'il a la marque jaune, non? Et là, je vois pas, j'ai pas les lunettes. Est-ce que j'ai une lunette pour moi? Tu peux zoomer, hein? Ah, mais attends. Pour zoomer, c'est là. Voilà. Ah, ben ouais, voilà. Tu montes et tu descends. Donc, on va voir. Ah non, c'est le soleil. C'est le soleil qui fait ça, ouais. C'est le soleil.
Yes. Bon, ben voilà. Et alors, attends la date, je vais te le dire de suite. Aujourd'hui, on est combien? Aujourd'hui, on est le 31. Et monsieur, ou madame, je ne sais pas, pour le moment, il est passé le 27. 27. 27 août 2012. Donc ça fait début de semaine. C'est bien ce que tu disais pour la crotte. Ah ben il y avait l'heure en plus, hein. Zoom. Il est 4h30 d'après-midi. 16h30. 16h30. C'est des photos en rafale, hein. Attends, là il y a... A priori, je vous dirais martre, mais... Ou chat sauvage. Ces lecteurs, ils n'ont pas fait... Attends, je vais le donner. C'est le lynx. C'est- Historique. C'est Goupil, Renard. Renard. Yes. maître Goupil. Et là, c'est un sanglier. Ouais. Un gros sanglier, un gros malin. Belle bête, hein. Et là, c'est un petit sanglier. Bête rousse. Renard. Il faut le regarder à l'ordi parce que je suis sûr que la définition n'est pas Ouais, non, c'est pas des terrible. meilleures. Donc, attends, là, c'est marcassin. Tout petit marcassin. Rayé. Ah oui. Hop, il court. Le lynx, il n'y a jamais un professionnel dans les Pyrénées qui ait pu confirmer un indice. Donc il s'en parle, on a des témoignages, mais on n'arrive jamais à avoir un indice vrai, quoi. On a la parole des gens qui sincèrement disent avoir vu le lynx, mais on n'a jamais pu vérifier. Ni les agents de l'ONF, ni de l'ONCFS, ni des parcs nationaux. Pourtant, oui, toute la faune dite qui habite dans les Pyrénées, on a des indices et des constats tous les ans, mais lynx, jamais, jamais. Un isard. Un autre isard. Un renard. Un isard. Ouais, mais il y a un piège à poil un peu plus loin. Un blaireau. Ouais, le blaireau. Et en fait, je crois que sur cette sente-là, on a quasiment tout pris. Du renard, de la fouine, de la martre, pardon, du chat forestier, du blaireau, de l'isard, du chevreuil, des biches. On regardera ça en rentrant plus précisément. Là, il faut que je vérifie les batteries. Je vais te mettre la carte si tu veux. Dans ce sens. Alors attends, on est bien le 31, par contre l'heure, elle n'est pas bonne. Ici c'est 10h moins le quart, c'est l'heure d'hiver. C'est l'heure d'hiver, donc il faudra qu'on décale une heure. Quoi. Ouais, il faut rajouter une heure. Il faut rajouter une heure sur la photo. Ouais. 0% full, 99 light. C'est ça? Ouais, c'est bon. Après, tu attends arme caméra Ouais. et puis tu appuies sur on. Eh ben oui, mais donc c'est bon. Et normalement, ça doit tout monter.
Ok. J'ai mis 9 secondes cancel. Bon, donc, je ne vais pas changer les piles. Allez. On a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui ont plus de 4 mois d'autonomie, pratiquement 6 mois, qui font plus de la photo. Et ceux qui font de la vidéo sont un peu plus gourmands. Donc nous, on fait la tournée au printemps, en automne, à part le mois d'août, quoi. Où on espace un peu le temps. Tous les 10 jours, mais on change les piles en moyenne tous les 2 mois, 3 mois. Après, ça dépend des passages. Quand il y a des passages où il y a des brebis qui passent et tout ça, ça fait des déclenchements, et dans ce cas-là, ça pompe, quoi. Là, on a un autre système pour essayer de repérer les ours, c'est ce qu'on appelle un de station. En fait, le principe, c'est de les appâter avec un petit appât comestible. En l'occurrence, c'est 1 kg de maïs qu'on met. Et puis, on met un mélange avec du sang, du poisson, etc. pour l'attirer au niveau odeur. Et on entoure voilà, on le pend à un arbre, comme on voit là-bas, et on entoure cet arbre d'un barbelé à 50 cm du sol, de façon à ce que, s'il a la curiosité d'aller voir, il nous laisse des poils sur le barbelé. Et donc, c'est un autre système que le piège à poils qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je vais aller voir s'il est passé, mais a priori, il n'a pas touché. Donc, hein? Ah oui, là, tu as une pomme, ouais. Ah, donc ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est juste la pluie. C'est juste la pomme qui a marqué, avec le poids de l'animal. Mais les doigts sont assez libres, ils marquent peu, surtout à la terre dure comme elle était. Bon, je vais aller voir là-bas. Reste là. Tu restes là. Assis. Assis. Pas bouger. Donc, je vais vérifier le barbelé. Mais rien n'a bougé, donc il y a tout le maïs. Non, il n'y a rien. Mais où il n'a pas repéré, ou il a négligé. Ça boucane, hein. Oh. Ça pue. Enfin, pour nous, ça pue, mais... Ça ne va pas intéresser. On a juste à côté un piège à poil. On va voir si ça l'a intéressé, lui. Le problème, c'est vraiment la sécheresse, quoi. Qui fait que... Là, difficile à dire, là. C'est plus flagrant en bas, là, je trouve. Par contre là, là on a le jackpot. La poêle? Oui. Yes. Là donc il a, voilà. On associe les pièges à poil avec l'appareil photo automatique. Et ici il a répondu, donc il a mordu l'arbre, on le voit bien, on voit les crocs, il y a des poils,
Ici aussi il y a des crocs. Donc on a l'image de l'ours et avec ça, dans quelques temps, on aura l'identité. On sait qui c'est. C'est la crotte. Ah, donc ça c'est des marques de dents. C'est quand même une sacrée puissance parce que pour rentrer dans le bois comme ça. T'as les pinces à épiler? Ouais. Bon mais je te laisse faire alors. Le poil de l'ours il est particulier, il est très soyeux, très fin. Il est bicolore, il a le bout du poil qui est marron clair et le corps du poil qui est relativement brun sombre, quoi. Et il est ondulé, il fait une sinusoïde, là on en voit un bien, assez régulière. Il y en a là aussi. Il nous faut une enveloppe. Ouais. Il a brûlé la pince à épiler pour enlever. Pour éviter tout ce qui est ADN, quoi. ADN extérieur. Donc avec une touffe comme ça, normalement, ça fait moins de 8 jours, on doit pouvoir identifier l'animal. Alors ce qu'on fait, nous, c'est on prend les poils que d'une seule touffe. Parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, 2 ours différents qui se soient frottés au même arbre. Donc à chaque touffe, on fait une enveloppe différente. Et puis après, on les envoie au labo. On choisit. Ici, c'est intéressant, on me l'a envoyé parce que c'est un ours qu'on ne connaît pas, qui apparemment, d'après le peu qu'on a vu sur les images, ne semble pas avoir de marque particulière pour l'identifier. Et donc on n'a plus que la génétique comme technique pour savoir qui c'est exactement. Ah. Ouais, enfin, c'est-à-dire ça nous permet dans des petites populations comme dans les Pyrénées de savoir quelle dynamique on peut espérer avoir en fonction du nombre de mâles, du nombre de femelles. Quelle est éventuellement la survie. Si on ne trouve plus un ours pendant 5 ans d'affilée, on peut se poser des questions sur qui est devenu. Disons que là, a priori, depuis la dernière fois, il n'y a que cet ours qui s'est fait photographier. Moi, je suis passé ici, donc il y a 3 semaines, il n'y avait rien sur cet arbre. On repasse aujourd'hui, il y a les photos de... Ça c'est un poil assez classique avec une ondulation, bon, là elle n'est pas parfaite, mais on voit bien que c'est un poil ondulé. La pointe est plus claire, elle est beige, et le corps du poil est plus sombre. Et voilà, ça fait des boucles comme ça. C'est pas un poil... voilà, ça c'est un poil vraiment classique. Celui-ci là. Ici le vent me... Ah, le vent me l'a fait partir. Bon, il est ondulé. Chez les cervidés, chevreuil, cerf, il est en ligne brisée, le poil. Donc là, nous, on débarrasse tout. On enlève vraiment tout. Après, on va brûler pour être sûr de ne pas avoir laissé de poil. Et comme ça, la prochaine fois, l'ours qui voudra s'y frotter nous laissera de nouveaux poils. Tu peux y aller, mais je crois que ça commence là. Là. Oh non, pareil, elle a pris l'eau aussi.
On dirait de la terre, disons. Ah non, non, je sais pas ce que c'est. Quoi, c'est? C'est quoi ça? Escargot? Hein? Non, non, on dirait un cartilage. Ah. Dana, viens là, viens. Ouais. Là aussi, il n'y a pas de laine, là, tu vois. Tu vois, il n'y a pas prédaté de 3 jours. Hein. La prochaine fois, tu me le diras, je prendrai plus de poches et plus de... Oui, mais se met dans des endroits assez escarpés, se mettre au pied des roches comme ça, il se fait une couche. Alors, les couches quotidiennes quoi, de la journée, elles sont différentes. Il peut prendre le temps de se faire un nid, douiller, coupe de l'herbe, il se fait vraiment un matelas. Et puis c'est un nid bien déterminé. Ou alors des fois il fait que gratter comme un chien ferait là. Il gratte, il se couche dedans, il se lave et voilà, il passe la journée là. Mais c'est des endroits de sous-bois comme ça assez difficilement pénétrables quoi. C'est jamais en découvert ou extrêmement rarement. Où il est protégé, où il est tranquille. Et son rythme d'activité, c'est il démarre 1 à 2 heures avant la tombée de la nuit, ou à la tombée de la nuit s'il fait chaud. Il a un pic d'activité dans la première partie de la nuit jusqu'à vers 1 heure du matin. Il peut ne plus être actif entre 1 heure et 3 heures, 4 heures du matin. Et puis sur le matin, de nouveau, il est actif jusqu'à 7-8 heures du matin, dans les grandes lignes. Après, il arrive que des ours vadrouillent de la journée. Mais il était peut-être remisé devant nous, là, dans ce versant, parce que c'est des bois très serrés. En plus, c'est hyper tranquille. Ici, il n'y a pas de randonneur, il n'y a personne qui vadrouille. Et pour qu'il se soit vidé comme ça 2 fois, il a peut-être passé la journée pas très loin. On étudie en permanence l'acclimatation des ours, puisque la plupart maintenant sont d'origine slovène. Bon, là, on commence à avoir déjà de bonnes idées, de bons résultats. Le type d'exploitation de l'habitat que l'ours peut faire, c'est-à-dire quelle zone il choisit, pourquoi, qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans, quelle nourriture il y trouve, dans les interférences entre l'habitat et l'animal, tous les aspects comportementaux, bien sûr. On n'a jamais eu d'ours dans celui-là. Non. C'est la première fois qu'on va avoir des photos d'ours. Si j'arrive à l'ouvrir. Hein? Aucune image. Alors j'ai pas de batterie là. Aucune image? Aucune image. Et pourtant je t'ai donné la bonne. Hein? Ouais. Tiens, vérifie, mais il y a un problème de pile. Aucune image, celle-là non plus. Ouais, celle-là c'est normal. Je pense que c'est ça. Ça vient de là. Alors, celui-là c'est 8. 4 et 4, 8. Il fonctionne, hein? Non. Ouais. Ben, son rôle, je ne sais pas s'il a un rôle bien particulier, c'est un prédateur qui existe. Quel est le rôle de l'homme, le rôle de l'ours, le rôle de l'éléphant, le rôle de la fourmi est-ce que c'est une question qu'on doit poser quoi? Il est là, il a sa place et les idées reçues sur l'animal, c'est des fausses idées sur les tailles réelles d'un ours. En fait, un ours à 4 pattes, c'est pas plus haut que 1 mètre. Les plus gros, vraiment les plus grands font 1,20 m, donc c'est ça. Une femelle adulte, elle passe sous une table sans la toucher, pratiquement, pour vous donner une idée. Les empreintes des ours, c'est pas des empreintes de cette taille, c'est à peu près la longueur d'une... C'est à peu près l'équivalent d'une main pour la patte avant de l'ours, et à peu près l'équivalent d'un pied en longueur d'un homme, pas plus. Si c'est beaucoup plus grand qu'un pied ou une main, c'est pas de l'ours. C'est une empreinte qui s'est créée, mais l'ours c'est pas un géant quoi.
par l'ours des cavernes. Non, il n'y a pas d'attaque d'ours en Europe occidentale sur l'homme. C'est un animal qui craint l'homme, mais c'est un animal qui physiquement a de gros moyens, qui est un prédateur, qui n'a pas de concurrent dans la nature. Et donc, si, selon la situation, il est vraiment obligé d'attaquer, etc., c'est un animal qui peut faire mal, quoi. Dans les pays nordiques, dans les pays plus orientaux, dans le Caucase, la Sibérie, etc., l'ours peut plus facilement attaquer l'homme. Plus on va vers le pôle Nord, plus l'homme peut devenir quasiment gibier, quoi. C'est une loi de la nature, et plus on va vers les pôles, plus les animaux sont plus lourds, plus massifs, et ils ne craignent pas l'homme, ils ont peu de contact avec, historiquement, ils n'ont pas côtoyé l'homme, donc on peut représenter une proie pour un animal qui est en galère, qui a faim, etc., quoi. Alors si on rencontre un ours, moi ça m'est arrivé, j'ai eu le temps de rien faire. Mais si on a le temps de faire quelque chose, ben le mieux c'est de parler, de s'arrêter, de parler, de regarder ce que va faire l'animal, de voir quelle est sa réaction. Alors l'ours, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un animal forcément peureux, donc il peut avoir une attitude d'observation. C'est-à-dire il va rester là, il ne va pas bouger, il ne va pas partir comme une bombe, comme une espèce de proie. Il va étudier la situation, il va regarder ce qui se passe. Donc il y a un moment qui peut paraître comme un moment d'hésitation. Et puis, 999 fois sur 1000, quand il va identifier que c'est un homme, il va partir soit tranquillement, soit comme une bombe. Il va fuir. Mais pas forcément au galop, quoi. On a une telle idée de l'ours qui est toujours représenté comme un animal avec les griffes en avant, la bouche ouverte, etc., que dans le subconscient des gens, c'est un animal a priori dangereux. Donc, chaque fois qu'il y a des rencontres, ou souvent les gens nous racontent qu'ils ont eu une grosse frayeur, quoi. Et quand on leur demande ce qui s'est passé réellement, ils nous disent ben non, il est parti. Il est parti et nous, on est parti aussi après. Alors par contre, ce qu'il faut faire, voilà, si on voit un ours, il ne faut pas vouloir aller le provoquer, aller vers lui, etc. S'il vient vers nous, il faut se pousser, lui parler, et il va probablement changer d'itinéraire, de chemin. Si vraiment on est dans un passage obligé où il n'y a pas beaucoup de place pour passer, il faut se serrer et l'ours, mais probablement qu'il arrivera à faire demi-tour et il partira au triple galop, quoi. Il ne faut pas paniquer, ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de montrer vos arbres, l'ours monte plus vite que nous. Il vaut mieux parler, taper des mains, lui faire comprendre qu'on est là et ça suffira pour que l'ours s'en aille, quoi. Si c'est un touriste moyen, comme on dit, si c'est un randonneur moyen et que les gens sont en groupe, dans 99 fois sur 100, l'ours aura déjà identifié la présence humaine et il ne sera pas surpris. Les seuls cas de rencontre rapprochés les plus favorisés, c'est lorsque un randonneur est tout seul, ne fait pas de bruit. Et là, si la personne est à bon vent, l'ours peut être surpris et tomber nez à nez avec le randonneur. Mais il s'échappera, quoi. De rencontrer l'ours, c'est un grand plaisir. Mais moi, je connais même des éleveurs ou des bergers qui ont vu l'ours, qui sont éblouis par la beauté de l'animal, quoi, par la force animale, par sa tranquillité. En tant qu'animal, il le trouve superbe, quoi. Ça, c'est pas un problème. C'est surtout, voilà, c'est de subir la prédation qui les dérange. Mais si l'animal était moins prédateur, il n'aurait vraiment aucun problème et que de l'admiration pour un animal comme ça, hein. Ben nous, au début, on s'est rapproché du pastoralisme, mais en fait, c'est pas du tout notre fonction première. Nous, on est là pour étudier, suivre la faune sauvage. Mais on a participé bien sûr à des constats de prédation en particulier, et puis voir si on pouvait intervenir par rapport à l'ours pour diminuer ce comportement de prédation, éventuellement proposer des techniques de prévention de dommages. Mais ce n'est pas nous qui aujourd'hui essayons de diminuer le comportement de prédation. Ce n'est pas notre rôle à nous. Chaque fois qu'un berger trouve une brebis qui suppose avoir été prédatée par l'ours, il appelle le service départemental dans lequel il se trouve de l'ONCFS. Un agent le répond dans la journée et il fixe un rendez-vous et l'agent va faire une expertise, un constat de dommages sur le terrain. Et en fait, ça consiste à aller voir si c'est effectivement un ours qui a prédaté. C'est un peu plus complexe, mais ça revient à dire ça, quoi. Est-ce que c'est l'ours qui est l'auteur du dommage ou de la perte
de l'animal ou pas. À ce moment-là, si l'expert, dans ses conclusions, arrive à la conclusion que c'est bien une prédation, un grand prédateur, etc., l'éleveur est indemnisé. S'il y a un doute, s'il ne peut pas dire réellement si c'est l'ours qui a prédaté, et si on est dans une zone à ours, le doute bénéficie à l'éleveur. Et si l'agent dit non, non, il n'y a pas de prédation, il n'y a pas de consommation, donc c'est pas un cas de prédation proprement dit, à ce moment-là, le dossier est rejeté. Alors, il y a plusieurs systèmes de prévention qui peuvent être mis en place. Les plus traditionnels et puis peut-être les plus efficaces, ce sont les chiens de protection associés à la présence d'un berger sur une estive. La difficulté maintenant pour les éleveurs, en fait, c'est que l'élevage et les estives ont changé. Avant, il y avait du monde en montagne, il y avait du monde qui gardait les troupeaux. Il y avait des chiens de protection, il y avait l'ours, le loup, il y avait beaucoup de prédateurs. Donc les gens savaient faire et les troupeaux étaient gardés. Maintenant, avec l'économie agricole actuelle, c'est de gros troupeaux, c'est de l'élevage extensif, donc les brebis sont moins rassemblées. Et là, c'est beaucoup plus facile pour un grand prédateur d'accéder à des brebis. Quoi. Il connaît tous les troupeaux, toute la montagne, il sait trouver les brebis isolées, les brebis de bordure, etc. Il rassembler 500 à 3000 brebis tous les soirs. Alors qu'il peut il peut y avoir de la brume, on peut ne rien y voir, des séries de mauvais temps, etc. Ce n'est pas toujours possible pour le berger, et l'ours sait exploiter ces faiblesses-là. Les chiens de rame, moi je n'ai pas trop de chiffres là-dessus. Je sais que la prédation des chiens dans le massif pyrénéen est largement supérieure à l'ours, mais bon, est-ce que... Moi je comprends qu'un propriétaire soit énervé parce qu'il a perdu une brebis et que c'est l'ours qui lui a mangé, même s'il est indemnisé, parce que c'est pas la peine de lui rajouter un souci de plus, c'est comme ça qu'il le conçoit lui. Maintenant effectivement, il y a des éleveurs qui perdent plus de brebis avec des dommages de chiens ou autre cause qu'avec des dommages d'ours, bien évidemment. Ben, disons que nous, bon, c'était, c'est vrai, un peu difficile, surtout les premières années, parce qu'on était souvent les premiers au contact des gens qui avaient des problèmes avec la présence de l'ours, et en particulier donc, des éleveurs. Donc les premiers représentants de l'État, de l'administration qui voyaient, c'était des agents comme nous, et donc ils passaient un peu leur colère, quoi. Depuis quelques années, ils ont vraiment fait la différence entre les aspects techniques, le travail qu'on fait nous, quoi, et puis la volonté politique de relâcher des ours, d'avoir une population d'ours à laquelle on n'a jamais participé nous, quoi. Voilà. On a nos opinions personnelles, mais après, moi j'ai jamais dit il faut mettre de l'ours, il ne faut pas mettre de l'ours, etc. Et c'est pas du tout mon rôle, c'est un rôle politique, c'est un rôle social. C'est pas nous qui faisons ça, et les éleveurs l'ont bien compris, quoi. Donc ça se passe bien, quoi. Ça se passe relativement bien, les gens nous connaissent, nous identifient, et il n'y a pas d'agressivité, disons. Il peut y avoir quelques reproches, mais encore une fois, parce que c'est un dossier plutôt conflictuel, mais on n'est pas attaqué individuellement, personnellement, dans notre travail, ni dans notre personne, quoi. Entre les écologistes et les éleveurs, sur le terrain, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de contacts, en tout cas pas corporativement. Les écologistes qui ont des contacts avec les éleveurs, c'est souvent des gens qui ont un bon niveau de réflexion et qui sont capables de concevoir la difficulté de l'éleveur, le fait que tout le monde ne peut pas n'est pas pour ou contre, etc. Donc de ce côté-là, ça se passe bien, quoi. Et moi, en tant qu'agent, j'ai
pas donné d'opinion, mais en tant qu'agent, pour quelqu'un qui, depuis l'âge de 20 ans, suit la faune sauvage en France, c'est quand même l'emblème de la faune sauvage, quoi. C'est quand même l'animal le plus mystérieux, l'animal que tout le monde voudrait voir, qui est le plus mythique. Donc, on peut voir d'autres espèces, voir des sangliers, des cervidés, même si on est toujours enthousiasmé. Voir un ours, c'est pas pareil, quoi. L'homme qui a vu l'ours, c'est pas la même perception que pour les autres espèces de la faune, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Depuis qu'on a réintroduit, on a des niveaux de naissance qui sont hyper intéressants. Une mortalité juvénile des jeunes qui est peu importante. Et donc, un taux de survie important. La population se développe très bien. Même lorsqu'on a eu des orphelins jeunes qui normalement n'auraient pas dû être émancipés, ils se sont développés sans problème. Donc biologiquement, il y a plusieurs paramètres comme ça qui nous font dire qu'il n'y a pas de problème. Si on veut de l'ours, on peut en avoir. Après, la question, est-ce qu'on veut de l'ours ou est-ce que quel avenir pour l'ours, c'est une question plutôt sociale, quoi. Est-ce qu'en France, on veut de l'ours, on n'en veut pas, est-ce qu'on le supportera, est-ce qu'on ne le supportera pas Mais par rapport à l'espèce, si on en veut, lui, il n'y a pas de problème, hein. On peut en avoir. On avait un peu peur au début de manque de superficie, du massif, du cloisonnement par les routes, par l'activité humaine, etc. J'ai vite rendu compte que finalement l'ours est un animal qui s'adapte très bien. Et il sait que l'homme existe, il fait avec et il trouve son territoire malgré la présence de l'homme. Il y a suffisamment de ressources et de diversité pour une espèce comme l'ours. C'est clair que si on focalise, si on veut le dérailler, si on veut faire la guerre, on peut le remettre en mauvaise situation comme ça a été fait au début du siècle. Si on veut qu'il soit présent dans les Pyrénées, il n'y a aucun problème non plus. C'est une question de volonté.